Il vient de nous rejoindre, 15h46, Thomas Zlowotsky pour la stratégie action d'Oddo BHF. Bonjour Thomas. Bonjour à tous les deux. Vous allez livrer votre verdict et le prononcer dans un instant en direct. Est-ce que ce moment qu'on va vivre, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Je l'assume. On vous écoute. Eh bien, moi j'assume qu'après une excellente année 2025, les financières en Europe vont encore battre le marché en 2026. On va se faire du bien, c'est agréable. D'ailleurs, on va se faire du bien parce que 2026 pour vous est une année prometteuse pour les financières, mais on sort d'une super année 2025. Est-ce qu'on peut rappeler les performances du secteur cette année déjà ? C'est assez stratosphérique puisque si on prend banque et assurance, les banques ont fait 60% de performance. Elles ont oh là là, je savonne. Elles ont surperformé le marché chaque trimestre, j'en perds mes mots, et ces 60%, c'est en dehors même des dividendes. Donc on peut rajouter à peu près 8% de performance sur les dividendes. Et sur les assurances, elles ont fait 20% hors dividendes, donc presque 25%, dividendes compris, donc largement plus que le marché qui a déjà bien marché. Oui, et pour vous, cette année 2025 n'était que l'année du redémarrage. Une grande partie de la route reste encore à parcourir. 2026 pour le secteur financier va encore offrir des belles surprises. Pourquoi d'après vous ? Quels seront les fondamentaux, les moteurs de cette poursuite de la hausse ? Alors, il y a 3 moteurs. Les taux, la macro et l'absence d'exposition au risque américain. Risque américain au pluriel. Sur les taux, elles vont continuer de bénéficier de taux longs qui vont continuer à monter en Europe, notamment en raison du plan allemand d'infrastructure. Le gouvernement allemand a voté 180 milliards de dettes supplémentaires pour l'an prochain. C'est 3 fois plus que la dette qu'ils avaient fait en 2024. Donc ça va évidemment continuer à faire monter les taux longs. On prévoit une vingtaine de points de base. Ça a déjà bien rebondi. Depuis le mois d'octobre, le Bund il est à 2,85 alors qu'il était à 2,65. Donc ça aide les banques parce que par ailleurs, la BCE a déjà baissé les taux courts. Donc pour donner un peu une image, c'est un petit peu schématique, mais les banques prêtent à long terme, elles empruntent à court terme. Le court terme est devenu moins cher. Le long terme est devenu plus cher, donc elles font davantage de profit là-dessus. Le deuxième sujet, c'est valable aussi pour les assureurs. Oui, et ce que vous nous dites, ce phénomène, en fait, si on devait trouver une image, les banques n'ont qu'à faire la planche, elles profiteront de la marée montante des taux, tout simplement. Absolument, avec en plus des taux courts quand même, qui, pour certains cas, permettent de faire redémarrer le cycle du crédit. Donc c'est vraiment plutôt positif. Et pour les assureurs, le fait que les taux longs soient élevés, ça les aide dans leur portefeuille d'investissement. Et d'une autre manière, par contre, les livrets bancaires, qui sont moins importants dans la rentabilité des banques, sont moins attractifs à court terme. Donc pour les banques, elles ont des rentrées d'argent dans leur activité d'assurance vie. Donc c'est un deuxième point positif du fait que les taux longs soient plus élevés que les taux courts, à la fois pour les banques et les assurances, mais pour des raisons différentes. Donc le facteur taux, premier moteur de la performance encore à venir des financières. Il y a un deuxième moteur. Oui, donc sur le deuxième moteur, sur l'économie européenne, qui va aller un petit peu mieux, on prévoit un tout petit peu mieux l'an prochain, ça va aider les banques un petit peu, et surtout, on ne voit pas de récession dans l'économie européenne l'an prochain. Donc tant qu'il n'y a pas de récession, il n'y a pas de remontée du coût du risque, ce qui est évidemment le gros danger des banques, c'est-à-dire quand il y a un grand choc, comme dans les crises financières, les ralentissements économiques marqués, les banques sont en première ligne, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont cycliques. Là, la macro, on n'attend pas une accélération monstrueuse, mais ça devrait être un petit peu meilleur. Et je dirais, par rapport à cette macro un peu molle, les assurances aussi sont pas tellement corrélées à la macro, donc elles sont protégées de ces deux points de vue-là. Bon, croissance européenne, effectivement, amenée a priori à s'accélérer l'an prochain. La BCE a un peu révisé à la hausse. D'ailleurs, sa prévision de croissance pour l'an prochain devrait atteindre, pourquoi pas, 1,5%. Et donc, le coût du risque sera moindre, c'est ça ? Pas de hausse du coût du risque. Pas de hausse du coût du risque qui est le principal danger pour les banques. Et alors, vous disiez, les banques, en plus, ne sont pas exposées, nos banques européennes, au risque au pluriel américain. Oui, absolument. Et ça, c'est la continuité de cette année. C'est-à-dire qu'elles ont un avantage de ne pas vendre leurs produits aux États-Unis. Donc, le premier risque, c'est le risque tarifaire. Elles n'ont pas de risque d'être obligées de serrer leurs prix pour continuer à vendre aux États-Unis. On rappelle quand même que cette année, si le cadre tarifaire s'est clarifié, en gros 15% en moyenne, hors exception pour l'Europe, pour vendre aux États-Unis, ça va quand même peser sur les autres secteurs. C'est quand même quelque chose qui est compliqué pour les exportateurs. Donc les banques, les financières qui sont pour la plupart domestiques, il y a une exception dans les assureurs sur Aegon qui est présent aux États-Unis, mais c'est pareil, il n'y a pas de tarif là-dessus. Elles ne sont pas dans ce sujet des droits de douane. Donc cette année, dans leurs résultats, c'est plutôt indépendant pour eux. Et le deuxième risque américain, c'est le risque de change. Et là, pour le coup, c'est le risque d'avoir des revenus qui sont effectués en dollars, même quand on n'a pas de tarif. Je prends l'exemple, par exemple, du secteur de la publicité. Publicis, ils produisent aux États-Unis les revenus qu'ils ont en dollars, mais le dollar a beaucoup baissé. On est à 1,17, on était à 1,04 il y a un an, et il est possible qu'il continue à s'affaiblir un petit peu en début d'année. Donc ça va peser sur tout
toutes les parties de la cote qui ont des revenus en dollars, alors que pour les banques, il y a évidemment des choses dans les salles de marché, des choses comme ça, mais leurs revenus sont principalement en euros. Et pour les assurances, c'est la même chose. Donc ce risque qui n'est toujours pas là fait que c'est finalement un secteur relativement sûr à jouer pour l'an prochain. Et on entend parler d'un effet IA aussi, l'intelligence artificielle, dont bénéficierait, Antoine, particulièrement ce secteur bancaire, plus que les autres secteurs peut-être. Oui, comment ça se fait qu'on peut... Parce que quand on parle d'effet IA sur les gains de productivité des entreprises, on a l'impression d'un phénomène de masse, genre que chacun va y gagner tant, etc. Bon, c'est plus compliqué que ça. Pour les banques, de quelle manière, sur quel secteur d'activité très précis, l'IA pourra à coup sûr faire gagner de la productivité et de la valeur ? Alors, à coup sûr, c'est toujours assez difficile, mais c'est vrai que les banques sont engagées depuis des années sur la digitalisation de leur activité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'elles savent faire. Enfin, elles ont recours à des prestataires, hein, donc on pourrait aussi jouer, comme on dit en read across, les IT services exposés aux banques, c'est-à-dire les services qui vont vendre ces services-là aux banques. Effectivement, il y a de la connaissance client pour gagner du temps sur tout le fardeau réglementaire, pour pouvoir répondre au KYC, pour pouvoir finalement adresser le client et répondre plus rapidement à des demandes clients, que ce soit dans le retail ou dans la recherche. Après, je pense qu'il n'y aura pas forcément une accélération l'an prochain, mais on va avoir une continuation là-dessus. Par exemple, BNP Paribas, ça peut faire partie des 600 millions d'économies qu'ils ont prévu de faire. Donc, on prévoit, nous, y compris IA, sans forcément regarder le détail, une amélioration de ce qu'on appelle les coefficients d'exploitation, c'est-à-dire revenus les coûts rapportés aux revenus. Donc, les banques vont continuer à être relativement économes et à faire des économies. Mais je pense que c'est quand même un processus qui va être assez long. Zone Bourse a screené les publications des banques là, pour le dernier trimestre, le troisième trimestre, et c'est le secteur qui parle le plus d'IA. Chaque banque en Europe, lors de sa publication, a plus parlé d'IA que Dassault Systèmes, par exemple, sur lequel il y a des doutes. Est-ce que Dassault Systèmes profitera de l'IA ou on sera victime ? Voilà. On va voir si effectivement l'IA apporte ce relais de croissance supplémentaire au secteur bancaire. Sauf qu'il y a banque et banque. Vous êtes positif pour le secteur l'an prochain, sauf qu'il y a banque et banque. Cette année, Société Générale a gagné 130%. Loin derrière, BNP, Crédit Agricole ont gagné 30%, ce qui est bien, mais c'est 4 fois moins que Société Générale. Du coup, quel profil de valeur devrait faire mieux que mieux dans le secteur l'an prochain? Alors, on a deux profils. On commence par BNP Paribas, qui est un petit peu en retard, et on va dire que ça reste une banque de très grande qualité, qui est très en retard, puisqu'en termes de valorisation, elle a quasiment 30% de décote par rapport au reste du marché. Elle a subi récemment vraiment ce qu'on appelle un sell-off, une vente assez importante au moment du nouveau procès sur les activités au Soudan. Hein, c'est une vieille histoire, donc sur le jugement à New York, elle a perdu presque 10% à ce moment-là. Elle est en train de revenir, donc on pense qu'il y a des craintes excessives là-dessus. Après, se prononcer uniquement sur un risque juridique, c'est toujours un petit peu compliqué, mais en tout cas, le point d'entrée est plutôt positif. Elle a intégré AXA IM, donc ça va continuer à faire monter ses revenus, et elle a aussi des plans d'économie assez importants. Et en dernier lieu, elle subit un petit peu une forme de décote sur le risque politique français. On pense que les choses devraient quand même s'étioler. Il y a beaucoup d'activités dessus, mais si on se projette sur le fait qu'on aura un budget quel qu'il soit et qu'on n'aura pas de dissolution, du point de vue d'investisseurs étrangers qui ne sont pas français et qui investissent en France, une fois qu'ils auront la certitude là-dessus en janvier, on pense que le titre peut bien commencer l'année. BNP Paribas, donc dans le secteur bancaire. Oui, et on peut jouer de façon, si on veut être un petit peu plus, jouer la qualité au sein du secteur bancaire. Alors, on a beaucoup dit que les valeurs qualité n'avaient pas beaucoup fonctionné. C'est vrai qu'elles ont sous-performé cette année. Par contre, dans la banque, nous, la plus grande banque de qualité en zone euro, dans ce qu'on couvre, c'est KBC. C'est une banque belge qui est vraiment extraordinaire. C'est la meilleure rentabilité d'equity du secteur. C'est de 20 à 21%. Elle a un business mix avec également une partie de gestion d'actifs qu'elle renforce, qui est plus rentable que la moyenne des bancaires. La trajectoire boursière est très bonne. Et puis surtout, ça lui donne des capacités de faire des acquisitions. Peut-être en deuxième partie d'année, l'assureur Ethias. Donc, il y a de l'upside, de la croissance par acquisition dans le secteur bancaire et il n'y a pas tant de valeurs qui peuvent faire ça. KBC. Dans les financières, il y a aussi les assurances. Alors, il reste 30 secondes à peine, Thomas, il faut aller vite sur les assureurs, mais qui pourrait le mieux s'en sortir? Rapidement, AXA, très bonne valeur. Pour l'instant, nous, on avait encore plus de 10% d'upside, encore un petit peu de risque français. Tout va bien chez AXA, donc ça devrait continuer à fonctionner. Et ils auront un nouveau plan stratégique en 2027, donc ça va très bien. Puis quelque chose de plus spécifique, ASR, c'est un assureur néerlandais qui est très exposé au marché immobilier, surtout les maisons, et ça marche très bien aux Pays-Bas, et qui là aussi pourrait racheter des fonds de pension, parce qu'aux Pays-Bas, on parle non seulement de retraite par capitalisation, mais les assureurs vont pouvoir racheter des fonds de pension. Ils savent très bien faire et ils vont continuer. Quelques idées pour 2026, le grand livre de l'investissement qu'on a d'ores et déjà ouvert dans BFM Bourse. Merci Thomas Zlowotsky avec nous pour Odo BHF.